Il est 13h sur BF1 au sommaire de ce journal. Les résidents des sections dites mairies de la cité Sokojib de Nioko 2, mécontents de leur promoteur immobilier, ils taxent la société de construction et de gestion immobilière du Burkina d'agir en deux poids, deux mesures en ce qui concerne la viabilisation de leur cité. Quand certains reçoivent des commodités pour faciliter leur vécu, d'autres triment encore pour rentrer ou sortir du quartier. L'association a dénoncé ces pratiques face à la presse. À suivre également dans ce journal, le ministre en charge de la Santé à l'assaut des domiciles dans les communautés rurales pour lancer la campagne de chimio-prévention du paludisme en saisonnier. Des doses de médicaments sont administrées à des enfants qui ont au moins 59 mois. Il est question de réduire d'au moins 60% la survenue du paludisme, surtout dans cette période où la maladie fait des cas graves. Toutes les précisions dans un court instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité sur les antennes de BF1. Ils sont habitants de Nioko 2, précisément à la cité Sokojib, des résidents qui mettent un terme à leur patience pour promesses jusque-là non tenues pour viabiliser leur section. Réunis au sein de l'association des résidents des sections dites mairies de la cité Sokojib, ils dénoncent une injustice, un laxisme de l'entreprise qui pourtant reconnaît qu'elle doit offrir toutes les commodités aux 8 sections qui manquent principalement de voies d'accès d'eau et d'électricité. La RESMA était face à la presse ce samedi, donc et l'essentiel de cette conférence dans ce reportage que nous vous proposons. Cité Sokojib, société de construction et de gestion immobilière du Burkina. Nous sommes à Nioko 2. Sur cette section, des poteaux électriques installés et reliés les uns des autres. En face, c'est bien le contraire. C'est donc pour dénoncer cet état de fait que l'ARESMA, l'association des résidents des sections dites mairies de la cité Sokojib de Nioko 2, tient cette conférence, tout juste à la frontière de ces sections. L'association fait entendre que tous les résidents qui ont acquis des maisons ou des parcelles de quelque manière que ce soit doivent recevoir au même titre l'installation d'un réseau électrique, l'adduction en eau potable, le réseau téléphonique, les infrastructures d'assainissement et surtout des routes praticables. L'association déclare que les 8 sections regroupées ici vivent une sorte d'injustice, car le camp d'en face bénéficie des commodités suscitées. C'est ressorti clairement que vous ne pouvez pas venir faire un lotissement, un aménagement d'un site. Ce n'est pas venir mettre les bornes. C'est le minimum. Et aujourd'hui, avec la nouvelle loi, ça part au-delà, puisqu'il faut l'éclairage public, il faut le téléphone. Donc, tout ça, ça a été débattu de long en large avec les premiers responsables de la Sokojib, les PDS, les directeurs régionaux de l'urbanisme et les techniciens du ministère de l'urbanisme. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté ce même texte pour le viabiliser chez nous qui pose effectivement problème. Après ces multiples rencontres et audiences, la Sokojib, au dire des conférenciers, reconnaît que c'est elle qui doit viabiliser toute la cité, sans exception. Et tous les acteurs, depuis le ministère de l'Urbanisme, sont unanimes sur la question. Sauf que selon l'association, la société immobilière qui indiquait que les 8 sections devraient être viabilisées par la mairie de l'arrondissement 4 s'est ravisée. Mais elle n'a toujours pas mis en exécution leur demande. Et cela dure depuis 19 mois. Les dernières promesses datent de 3 semaines où les engins devraient quitter Banfora pour le démarrage des travaux. Mais il semble que Banfora s'éloigne un peu plus de Ouagadougou chaque jour au point de ne pas voir ces machines arriver. À en croire les conférenciers, il faut vite viabiliser leur section. C'est la demande de l'ARESMA. Et ils nous ont dit que tout est prêt et que les engins sont à Banfora. Et que peut-être demain ou après-demain, c'est ce qui est ressorti, maximum 3 semaines, les travaux devaient commencer. Le promoteur immobilier qui est à la Sokojib a reconnu que c'est elle qui doit viabiliser toute la cité, mais n'a pas encore commencé les travaux. C'est à la Sokojib de s'exécuter. Et pour peu que la Sokojib se fasse accompagner par le ministère de l'Urbanisme ou bien le ministère des Infrastructures, bon, tel n'est pas le débat. Ce qui est essentiel, c'est que la viabilisation puisse se faire dans les meilleurs délais.
Contactés par les exécutants du projet, ils ont reconnu leur responsabilité pour la viabilisation de toute la cité de Nioko 2 effectivement. La société dit ne pas se dérober. D'ailleurs, les études d'impact ont été effectuées dans ces sections. Les tracés des routes ont déjà démarré. Aussi, nous confie le responsable du suivi des chantiers, tout en rassurant que d'ici peu, les travaux devraient démarrer complètement. En attendant, de Nioko 2 à Ipelcé, dans le centre-sud, il faut lutter contre le paludisme. La saison des pluies s'est bien installée. C'est la période propice où le paludisme fait drainer beaucoup de monde dans les formations sanitaires. Le ministère de la Santé, pour étouffer au maximum le plasmodium, surtout chez les enfants de 3 à 59 mois, a lancé la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. L'objectif de l'équipe du ministre Lucien Kalbougou est clair, réduire au moins de 60% la survenue de cette maladie. La campagne lancée le week-end dernier doit concerner plus de 4 millions d'enfants. Voyons ensemble le lancement avec Hervé Yerbanga et Madination. Famille Ninkiema dans la commune rurale de Ipelcé, dans la région du centre-sud. Ce samedi matin, elle reçoit la visite du ministre en charge de la santé et sa délégation. Accompagnés des agents de santé à base communautaire, ils sont là pour administrer des médicaments de lutte contre le paludisme aux enfants de 3 à 59 mois. L'opération débute par des échanges avec les parents, puis la mensuration du périmètre brachial. Les médicaments sont par la suite recueillis dans un bol avec de l'eau. Moins de 5 minutes après, le liquide est prêt et la cible peut le boire. La petite Raïssa, 4 ans, vient ainsi de recevoir sa première dose de produit antipaludique. Grâce aux médicaments contre le paludisme que nous avons reçus, nous avons foi que nos enfants seront épargnés de cette maladie, au moins jusqu'à la fin de la saison des pluies. Merci au gouvernement pour cette initiative que nous apprécions. La CPS, lorsqu'elle est bien conduite, lorsque les enfants de 3 mois à 59 mois, ou même les enfants de 3 mois jusqu'à 9 ans, lorsque ces enfants reçoivent les doses requises de médicaments pendant 3 jours, et cela durant toute la période de haute transmission du paludisme, c'est-à-dire de juin jusqu'en fin octobre, cela contribue à réduire d'au moins 60% la survenue du paludisme dans cette tranche d'âge. Après l'administration des médicaments, place à la sensibilisation sur l'entretien du cadre de vie de ces familles. Les gîtes larvaires présents dans ces ménages sont identifiés puis détruits séance tenante. C'est la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier qui est ainsi lancée. Elle va concerner plus de 4 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire national. Mais pour une lutte efficace contre cette maladie, le ministère en charge de la Santé élargit sa cible. Nous avons, de par les études qui sont réalisées, commencé à étendre l'âge d'administration des médicaments contre le paludisme, notamment dans le cadre de la CPS. Et actuellement, nous sommes en phase pilote dans 3 districts sanitaires, dont le district sanitaire de Saponi, ce qui fait que dans ces 3 districts sanitaires, les enfants qui sont âgés de 3 mois jusqu'à 9 ans sont maintenant concernés par la chimioprévention du paludisme saisonnier. Nous allons apprendre des leçons et au vu des leçons, nous allons travailler certainement à élargir cette extension de la cible à l'ensemble des 70 districts sanitaires. L'innovation majeure dans cette campagne 2024 de lutte contre le paludisme, c'est la digitalisation des données des personnes touchées. Comme innovation, nous avons aussi introduit dans un certain nombre de districts, notamment dans les 3, la digitalisation de la collecte des données. Ce qui fait que les distributeurs communautaires, les agents de santé à base communautaire disposent de tablettes. Et lorsqu'ils administrent les médicaments aux enfants, ils entrent les données au niveau de ces tablettes et ce sont des données qui sont immédiatement synchronisées avec les superviseurs au niveau district et même au niveau national. Cela permet évidemment d'assurer une meilleure qualité des données. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier couplée au dépistage de la malnutrition aiguë se tient du 26 au 29 juillet prochain. 70 districts sur tout le territoire
sont concernés par cette opération qui vise l'objectif zéro paludisme chez les enfants de 3 mois à 4 ans. Dans la suite de ce journal, il faut apprendre à pêcher aux nécessiteux plutôt que de lui faire des dons à tout bout de champ. La jeune chambre internationale Ouaga Élite s'approprie cette maxime en formant des déplacés internes en agriculture hors sol et en cuniculture. Pour opérationnaliser ce projet, la JCI Ouaga Élite a offert des pépinières et des plants. C'est la contribution de cette organisation à l'endroit de ces Burkinabés victimes de la crise sécuritaire qui ont trouvé refuge à Toudouéogo. On en sait un peu plus avec Romeo Goïta. C'est l'épilogue du projet d'autonomisation des personnes déplacées internes de Toudouéogo. Après la formation en agriculture hors sol et en cuniculture, les bénéficiaires reçoivent symboliquement des échantillons de plants et de pépinières devant leur permettre de démarrer leur projet agricole. En ce qui concerne l'élevage des lapins, un clapier et quelques bêtes leur sont offerts. C'est une initiative de la jeune chambre internationale Ouaga Élite qui veut ainsi aider ces Burkinabés victimes de la crise sécuritaire à s'autonomiser. Servir l'humanité constitue un noble le plus précieux des richesses. Donc, nous avons estimé important d'accompagner ces personnes pour leur permettre d'être autonomes, apprendre à faire de l'agriculture hors sol chez eux, surtout qu'ils sont des déplacés. Ça permettrait de suivre leurs revenus ou bien leur consommation personnelle. Les bénéficiaires de ces différentes formations sont environ 40 personnes. Ils saluent l'originalité de l'initiative. Je crois que c'est la première fois que cette initiative a eu lieu ici. Voilà, en nous apprenant comment produire nous-mêmes ces choses chez nous à la maison. Et c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. Et on s'est dit quand même si on nous envoie du riz et puis voilà, d'autres choses, si nous pouvons nous-mêmes produire les sauces à côté, ça veut dire que c'est déjà gagné. Dans la mise en œuvre de ce projet, la JCI Ouaga Élite a reçu l'accompagnement technique et financier de plusieurs partenaires, dont Sono Assurance. Personnes qui étaient à un niveau de revenu, qui avaient un certain nombre de biens et qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien et déplacés dans la capitale. Donc c'est très nécessaire et c'est même salutaire de pouvoir les accompagner dans ce processus-là. Donc nous n'avons pas hésité à accompagner la JCI Ouaga Élite. Ces populations sont invitées à partager les connaissances apprises avec les autres, car ce site de déplacés accueille près de 10 000 âmes. Hormis les sessions de formation, JCI Ouaga Élite a aussi financé la réhabilitation de ce forage, remise en service séance tenante, au grand bonheur de ces populations. Les anciens élèves enseignants de l'École nationale de l'éducation primaire de Lumbila marquent une halte pour commémorer leur 30e anniversaire. Après leur passage dans cette école, c'est la 8e promotion de l'ENEP. 30 ans sont passés, ils se retrouvent pour commémorer ces années de dur labeur qui leur ont permis d'être des leaders et des cadres aujourd'hui dans l'administration burkinabé. Une rencontre fraternelle de partage d'expériences et de réconnexion entre anciens élèves que nous avons suivis avec Stéphanie Bonkungu. Reportage. 30 ans après leur passage à l'École nationale d'éducation primaire de Lumbila, ils sont de retour dans cette salle de conférence avec beaucoup de souvenirs joyeux. Ce sont les élèves de la 8e promotion de l'ex-ENEP. Ils commémorent ces 3 décennies en mettant au cœur des échanges, des retrouvailles et le renforcement des liens d'anciens élèves enseignants. La promotion Alice Tiendrebeogo peut se féliciter et encourager en même temps la jeune génération car par son abnégation, le Burkina Faso a de grands cadres dans son administration. 30 ans de célébration, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs revécus, beaucoup d'eau ont coulé et il y a eu beaucoup de mutations, d'instituteurs adjoints certifiés. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus des cadres de la fonction publique nationale et internationale. Nous avons des promotionnaires un peu partout et parmi les cadres de la fonction publique. Et nous avons essayé de nous retrouver pour le 25e anniversaire
Et on a vu que la promotion était riche de beaucoup de compétences et c'est ce qui nous a motivés encore à nous réunir pour ce 30e anniversaire. Un 30e anniversaire qui mérite véritablement d'être célébré à sa juste valeur. Le ministre en charge du travail et de la fonction publique, qui connaît ces hommes et femmes, congratule cette 8e promotion de l'ENEP de Lumbila. Leur parcours a contribué à un changement salutaire dans le système éducatif burkinabé. Depuis 30 ans, vous avez œuvré avec passion et détermination, apportant des changements positifs et durables dans la vie de milliers de jeunes burkinabés. Vous avez été, et vous l'êtes encore aujourd'hui, toutes et tous, des volontaires pour la défense de la patrie de l'éducation. Vous avez embrassé ce métier le plus noble, non pas seulement parce que c'est ce que vous avez trouvé de mieux, mais c'était avec amour et passion. À ce 30e anniversaire, la promotion Alice Tiendrebeogo s'est montrée solidaire à l'effort de paix. 500 000 francs CFA ont été mobilisés pour la cause. Sachez également que depuis 2020, l'École nationale d'éducation primaire de Lumbila a changé de dénomination. Elle est rebaptisée Institut national de formation des personnels de l'éducation. Une formation pour valoriser le leadership en tant que club, c'est la vision des divisions B et K, donc de Toastmasters Burkina. Cette organisation veut des clubs mieux organisés dans cette session de formation qui table sur des réunions passionnantes et qui maximisent sur la distinction convoitée de clubs remarquables. Il est question de les outiller sur les procédures et les leçons apprises d'anciens officiers expérimentés pour leur permettre justement de réussir dans leurs postes respectifs. Abdoulaziz Saré. Un mois après leur arrivée aux affaires, les membres dirigeants des 34 clubs Toastmasters du Burkina Faso renforcent leur capacité en matière de planification afin de réussir leurs mandats respectifs. Comment élaborer un plan de succès et comment gérer son équipe sont autant de techniques avec lesquelles ces différents responsables Toastmasters se familiarisent. Aujourd'hui, en tant que président d'un club Toastmasters, quels sont les principaux rôles, quelles sont mes responsabilités, qu'est-ce que les membres peuvent attendre de moi et comment je peux aider chacun de ces membres à atteindre également ses objectifs. Il en va de même pour chacun des postes. Donc nous pensons que c'est le moment et le moyen le plus propice pour leur permettre de mieux voir et entrevoir la portée de leurs différentes fonctions, les impacts à travers les différents gestes quotidiens qui sont contenus dans leurs différents postes et positions. Au-delà du leadership et de la motivation, il est également question au cours de cette session d'enseigner les techniques de prise de parole aux participants. Malheureusement, nombreux sont ceux-là qui ont des difficultés à s'exprimer quand on leur tend le micro, quand on veut les écouter. Alors donc, plus de 30% des nouveaux membres qui arrivent, c'est pour être des orateurs efficaces, pour pouvoir parler de façon convaincante. Il y en a qui viennent pour augmenter leur confiance en soi. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont déjà des cadres dans l'administration et ils ont besoin de compétences pour pouvoir gérer leur équipe. Si cette formation-là s'approprie, ils pourront mettre tous ces outils-là à la disposition de leurs membres et également prendre en compte tout ce que les formateurs ont eu à dispenser aujourd'hui. Et je pense qu'avec l'engagement, la détermination, l'envie, les membres pourront atteindre leurs objectifs personnels. Et s'ils atteignent leurs objectifs personnels, les clubs également. Toastmasters est une association internationale qui a pour but ultime de former des communicateurs et des leaders plus efficaces. Lui a été, on ne peut le dire, très efficace depuis son ordination presbytérale. Abbé Raoul Baziomo célèbre son jubilé d'agent sacerdotal, 25 ans consacré à la vie religieuse. L'homme marque une halte pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus, mais également l'implorer pour la suite de sa mission. C'était à Zoula, au cours d'une messe en présence des pères évêques de Koudougou et de Ouaïguya. Revivons ces instants avec Maxime Boudot.
C'est une célébration eucharistique en signe d'action de grâce pour un quart de siècle de vie consacrée au Christ. Voilà 25 ans que Abbé Raoul Baziomo est au service de l'Évangile. Un jubilé qu'il célèbre avec la communauté paroissiale de Saint-Jean-Baptiste de Zoula. Du petit séminaire de Koudougou au stage pastoral, l'homme a appris à connaître Dieu et un 3 juillet 1999, il est constitué ami du Seigneur. Pendant ces 25 ans aussi, je rends grâce pour non seulement ce que j'ai fait, mais ce que les autres m'ont fait. Parce que c'est avec eux, c'est eux qui m'ont donné la joie d'être chrétien. Les fidèles que je sers, les étudiants avec lesquels je travaille, elle est dynamique cette église-là. Mais il reste évident que beaucoup de choses demandent encore à être approfondies. Il y a beaucoup de manifestations autour de la foi, mais on a quand même l'impression qu'il faut qu'on creuse encore davantage. Le Burkina s'est ouvert à Jésus-Christ, on a accueilli son évangile, on essaie de le vivre, mais bon, on a encore du chemin à faire pour vraiment nous l'approprier, et de sorte à pouvoir devenir profondément chrétien et profondément burkinabé. Le Christ ne nous demande pas de renoncer à notre identité. Non, il nous demande de nous ouvrir à sa grâce pour qu'elle nous travaille afin que nous devenions vraiment ce que nous sommes et ce que nous devons être. Parents, amis, frères de l'Église Famille de Dieu partagent la joie du pasteur entre chants et louanges au cours de cette messe. Ce serviteur de Dieu forme les futurs prêtres intellectuellement et spirituellement à épouser l'amitié comme vecteur de la bonne nouvelle. Une grande confiance aussi que les évêques m'ont témoigné de m'envoyer justement dans ces lieux de formation-là pour essayer de préparer nos jeunes à relever les défis de demain, les défis de nos sociétés et à avoir surtout un esprit critique, voilà, non seulement face à ce qui se passe dans la vie, mais aussi au niveau de la foi, voilà, pour aller saisir ce qui est l'essentiel de la foi. Il forme les grands séminaristes à Koumi 10 ans. C'est vraiment un engagement et vraiment une fierté pour lui, comme il a dit, de voir ces jeunes qui cherchent leur vocation, qui cherchent à servir Dieu et qui quand même parviennent. Même si des petits, il n'y en a pas beaucoup, eux de leur promotion, ils sont 3. Et maintenant qu'ils voient les grands avancer, c'est vraiment un sentiment de joie. Ce jubilé d'argent sacerdotal n'est que l'expression d'une reconnaissance. Entre témoignages et souvenirs, ces promotionnaires retiennent du laïc un fervent croyant dévoué à promouvoir les paroles qui sauvent. Raoul, on s'est rencontrés au séminaire depuis 1984. On a cheminé à 23 et finalement le Seigneur en a choisi 3. C'est un prêtre, un homme de foi, un homme de foi, un homme qui vit sa foi, un homme qui prêche sa foi. Vous avez vu que dans son parcours, il a enseigné dans des séminaires, même en Europe, il a enseigné. Alors c'est quelqu'un donc qui vit sa foi, qui témoigne de sa foi, qui prêche sa foi. Bientôt, à la porte d'une année sabbatique, l'occasion est saisie par le prêtre célébrant d'implorer les grâces du Seigneur afin que les prières du jour le solidifient encore pour le reste de sa mission. Au chapitre sport de ce 13h, je vous envoie à Fadangourma, des acteurs de la cité de Yendabli, de plus en plus engagés pour redorer l'image du football dans la région. Il y a désormais à la tête des clubs Hirondelle FC et Ouamou Ouamou des présidents dévoués pour relever ce défi. Ils sont pharmaciens et techniciens supérieurs en santé animale, en prenant justement la locomotive de la Ligue Session Football de l'Est et du district du Gourma, Session de football. Ces deux hommes entendent redonner la gloire qu'ont connue ces clubs de l'Est. C'est un grand format signé Moussa Yoli. Un pharmacien et un technicien supérieur en santé animale au chevet du patient football dans la région de l'Est. Olivier Moyenga, vétérinaire et président des Hirondelles FC, l'équipe féminine qui évolue en 2-2, a désormais en charge la Ligue de football de l'Est. Le pharmacien Anicet Soubeiga, porté par le club Ouamou Ouamou, est le président du district du Gourma. Redorer le blason de la région de l'Est sur le plan footballistique, c'est la motivation de nos deux présidents. J'ai vu toutes les difficultés que nous traversons. J'ai vu aussi que depuis plus de 20 ans, le sport, le football en particulier dans la région, ne marche pas. Et moi, je me suis posé plusieurs fois les questions, à savoir pourquoi ça.
je me suis dit que je vais me mettre à fond pour pouvoir apporter moi ma pierre pour que les choses changent un peu dans le football au niveau de la région de l'Est. Il y a 2 décennies de cela, le football faisait sa gloire dans la région de l'Est, et principalement dans la province du Gourma, où on avait quand même un club qui nous représentait suffisamment au plan national et qui faisait la gloire. C'est d'ailleurs dans ça qu'on a été bercé. Et bon, ça fait quand même 2 décennies qu'on est pratiquement effacé du tableau national, surtout en première division. Et ça, c'est une motivation pour amener notre football à ce niveau. Et pour relever ce défi, le président Olivier Moyenga a sa petite idée. On ne va pas sauter pour dire qu'on va aller de l'autre côté. Non, on va commencer par la base, à former nos enfants et à chercher, parce que dans le football, il faut les moyens. Je sais comment nous souffrons avec le club Hirondelle. Donc, il nous faut des partenaires. Il nous faut des vrais partenaires pour que chaque province ait un club affilié à la fédération. Ça, c'est mon grand projet pour qu'il y ait de la compétition. S'il y a plusieurs clubs, il y aura beaucoup de compétition. Il ne faut pas que ça se résume uniquement sur FADA. J'organiserai chaque année une coupe du président de la Ligue de l'Est. Ça va profiter à toutes les provinces de pouvoir profiter. Et avec ça, on peut avoir des oiseaux rares. Et ce n'est pas tout. Je suis le président de tous les clubs de la région. Donc moi, je travaillerai avec tous les clubs. Et je travaillerai avec les présidents de clubs. Mais moi, je vais faire le premier pas. Moi, je suis là pour réellement améliorer les choses. Donc moi, je n'aurai pas de parti pris. Pour Dr Anicet Soubeïga, président du district de Gourma, il faut amener les acteurs du ballon rond à se combattre sur le terrain tout en gardant l'esprit de la mutualisation des intelligences pour le développement du sport roi. Première, la principale raison, c'est là où on met l'accent pour réussir, c'est que les gens n'ont pas compris qu'il faut mettre les intelligences ensemble. Voilà. Bon, on crée un club, on voit l'autre club comme le rival, alors que la rivalité doit être dans la compétition, pas dans les faits, pas dans la division. Voilà. Donc déjà, il faut que les gens comprennent que si la rivalité se projette rien que dans la compétition, ça va permettre à chaque club de se hisser suffisamment. Son ambition, la montée d'au moins un club du district du Gourma en 2-1 d'ici la fin de son mandat. Sur l'ensemble des divisions, que ce soit la première, la deuxième, la troisième division, qu'on puisse quand même sentir que le Gourma est là et ça va motiver vraiment les plus jeunes à retrouver l'amour du football, à regagner les clubs, ainsi de suite, etc. Donc au moins un club de D1 en D1 masculin, parce qu'on en a déjà en première en équipe féminine, et au moins les autres clubs en 2-2. Mais pour y parvenir, l'union sacrée des acteurs du football à l'Est s'avère nécessaire. Moi, je parle de football. Le reste, les problèmes sociaux, culturels, moi, je ne rentre pas dedans. Moi, c'est le football ou rien. Et je viens pour ça. Donc, je demanderai surtout à ma promotion, à mes promotionnaires, à toute ma génération. Ils n'ont qu'à venir pour que nous aussi, si on parle de Moyenga, ce n'est pas Moyenga, c'est toute une génération qui est derrière moi. Il faut que nous, notre génération-là, on puisse faire changer un peu les choses. Parce qu'il y a plus de 20 ans que le football, ça ne marche pas. Et chacun ne pense qu'à son petit club, ainsi de suite. Ce n'est pas joli. Voilà. Donc l'appel, c'est de dire aux gens, il faut faire ces dépassements. Voilà. Quel qu'en soit le club qui nous représente, ça fera la fierté de la ville de Fada. Les 2 agents de santé qui ont décidé de soigner le patient football à l'Est auront-ils la formule thérapeutique adaptée? Rendez-vous dans 4 ans. Et puis la saison handball s'est tenue le 27 juillet au Palais des Sports avec les finales du championnat national dans les catégories juniors et seniors en hommes et en dames. Dans la finale homme, l'AS Sonabi, après 14 ans, donc, a remporté le titre en battant l'AS Police par 32 points à 29. Le récit de Madi Zango et Maxime Boudo.
Dans cette finale face à l'AS Police, l'AS Sonabi voulait vaincre une malédiction. Malgré sa réputation de place forte du handball burkinabé, son dernier sacre date de 14 ans. Nous venons de loin et vraiment, arriver à ce stade et jusqu'à remporter, vraiment c'est un sacre pour nous. Parce que la dernière fois qu'on a remporté, ça vaut 14 ans maintenant. Voilà, donc cette année, on était venu avec la conviction de vraiment casser ce qu'on dit, casser le karma. Les hommes de Salif Ouedraogo sont alors allés vite au charbon. Tactiquement bien en place, ils empêchent les policiers de s'exprimer. Il faut attendre 8 minutes pour que les flics inscrivent leur premier point contre 4 pour l'AS Sonabi. Comme une délivrance, les flics reviennent dans le match. Le jeu est plus équilibré, même l'AS Sonabi fait la course en tête au tableau d'affichage. 15 points à 14 est le score à la pause. La seconde période est la répétition de la première. L'AS Police n'a jamais pu renverser la vapeur malgré les efforts de son entraîneur. Deuxième partie, on a pu rectifier les tirs, mais tous ceux qui connaissent le jeu de l'AS Police, ils n'ont même pas fourni un tiers même de leur jeu. Je ne les ai pas reconnus ce soir. Pratiquement en défense comme en attaque, rien n'a marché. On a essayé tous les systèmes de jeu possibles, en défense comme en attaque. Et puis derrière aussi, je ne sais pas, mes gardiens aussi n'arrivaient pas aussi à enlever certaines balles où vraiment c'était des balles faciles à enlever le jour ordinaire. Mais ce soir, vraiment, je ne comprends pas. Au coup de sifflet final, l'AS Sonabi compte 32 points contre 29 pour l'AS Police. L'adversaire n'a pas démérité parce qu'elle aussi, elle en voulait. L'autre équipe en voulait. Mais nous, vraiment, là, on avait plus l'envie. Il faut dire merci aux joueurs parce que vraiment, ils se sont donnés. Cette finale qui marque la fin de la saison du handball s'est jouée sous les yeux du gouverneur de la région du Centre, visiblement satisfait du spectacle. C'est un sentiment de réel plaisir et de légitime fierté qui nous anime de pouvoir assister à cette finale, en tout cas du championnat national handball. Aucune équipe n'a démérité. Elles ont très bien joué. Et comme il fallait absolument un vainqueur, eh bien, je pense que la Sonabi a remporté le trophée. Mais ce que nous retenons, c'est que c'est tout le pays entier qui gagne. Parce qu'au-delà du trophée, nous voyons que le sport, c'est un facteur de rassemblement. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un facteur de cohésion sociale. L'AS Sonabi a reçu comme récompense le trophée et la somme d'1 million de francs CFA. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h, ici même pour notre session d'information. Restez toujours avec nous. Les programmes se poursuivent sur BR3. Je vous salue. Très bel après-midi.